j'ai été invité par Anas Andrea pour le sommet de la conscience en 2021 et l'invitation est faite sur un thème qui est celui de la renaissance. Si on parle d'une renaissance dans le flux d'un chemin de vie, on est obligé de parler d'une petite mort. Et les phases de transition sont souvent vécues comme des petites morts. Et donc les phases de transition sont des phases qui sont souvent un peu turbulentes, un peu inconfortables. Et on a besoin, surtout actuellement, d'apprendre à accueillir les phases de transition. Il semble qu'on change de point de repère. Et quand on change de point de repère, le personnage social qui s'appuie sur ses béquilles commence à trembler, à bouger à l'intérieur. On nous apprend que l'accomplissement, la réussite, c'est le bien-être. Et c'est pas complètement faux. C'est juste que le bien-être, c'est pas vraiment un point de repère, justement, absolu et stable. On peut accueillir une traversée plus difficile si on a conscience qu'on est à ce moment-là transformé, pétri, animé par l'intelligence du vivant. Mais on peut difficilement dire oui à cette transformation si on pense qu'elle est là parce qu'on a fait une erreur, parce que c'est juste une sorte de retour de karma, ou parce que la vie est absurde et que Dieu s'est absenté ou qu'il n'existe plus, quelque chose comme ça. Quand on dit renaissance, dans le développement personnel, on pense souvent à ce qui vient après, c'est-à-dire à un accomplissement. On oublie l'idée de la traversée qui précède la renaissance ou de la petite mort qui précède. Et c'est vrai que c'est intéressant, on a envie d'être inspiré, donc on préfère parler de la renaissance un peu comme une nouvelle vie. Et c'est ce que ça veut dire une renaissance, c'est une nouvelle vie. Mais pour qu'il y ait une nouvelle vie, il faut que l'ancienne disparaisse. Que le point d'équilibre d'avant laisse la place au point d'équilibre d'après. Et ce passage-là, en lui-même, il n'est pas tout de suite gratifiant, c'est pour ça qu'on s'intéresse à la renaissance après, mais il est beaucoup plus intéressant. Si on n'accompagne pas un processus de transformation, il est possible qu'on ne vive pas tout à fait la même renaissance. Le personnage social peut se faire croire que quelque chose de nouveau arrive dans sa vie, mais il peut aussi résister de toutes ses forces, essayer de maintenir les points de repère du passé. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé début 2020, au printemps, quand on a commencé à parler du monde d'après. Moi j'ai anticipé le monde d'après d'une manière optimiste, mais j'avais le pressentiment que tout le monde n'était pas prêt à ça. Et dans les faits, on a vu que le monde d'après n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu de renaissance de notre civilisation, de notre société, après le confinement spectaculaire du printemps 2020. Il y a eu une phase de transition, un début de phase de transition, mais ceux qui géraient, maîtrisaient le confinement et les mesures contraignantes, eux n'avaient pas cette vision-là. Ils étaient dans une démarche politicienne mélangée à de la peur et des interprétations un peu fausses. On a un exemple d'une phase de transition très intense qui se présente à l'humanité, phase de transition collective, qui n'est pas accompagnée en conscience avec une perspective spirituelle, et qui donc ne débouche pas sur une renaissance. Donc on voit que c'est possible que l'intelligence de la vie nous présente des phases de transition très souvent, collectivement ou individuellement, et que la façon dont on les vit détermine beaucoup la qualité ou la réalité ou l'apparition même de la renaissance. Mais l'intelligence de la vie est patiente, et il se représente un deuxième confinement. Bon, je suis pas sûr que le deuxième confinement soit vraiment vécu comme une meilleure invitation à une phase de transition, mais c'est un peu la continuité malgré tout, parce que le thème est le même. La question de la peur de la mort, la question de comment est-ce qu'on gère les virus, la question de comment est-ce qu'on vit ensemble, la question de la menace telle qu'elle nous est présentée, la vie comme une menace, les phénomènes, mécanismes naturels comme des menaces, tout ça, ce sont des éléments qui pétrissent un petit peu tout le monde. Tout le monde est un peu travaillé par ça.
c'est pas rien. Ce qui fait la renaissance, parce qu'on utilise un terme fort quand on dit renaissance, on ne parle pas d'un changement, comme changer de maison par exemple. La renaissance, c'est une émergence de l'âme. Cette émergence de l'âme est une renaissance de l'âme dans l'incarnation. L'âme qui émerge à nouveau, qui se fait connaître à nouveau dans l'incarnation, alors qu'elle a tendance à être en retrait souvent à cause de l'omniprésence, de la domination du personnage social. Quand le personnage social a bien solidifié et consolidé ses points de repère, à un moment donné, il va y avoir une phase de transition pour que ces repères un peu trop solides, un peu trop figés, s'effritent, s'ébranlent, s'émiettent, s'effondrent, phase de transition, émergence de l'âme, l'âme qui se reconnaît à nouveau comme la réalité fondamentale de l'être, qui est venu vivre une expérience d'incarnation, et ça modifie tout. Il peut y avoir plusieurs renaissances dans une vie, et chacune correspond à l'intégration de certains processus qui se sont passés dans les phases de transition. Intégration, ça veut dire que l'âme s'est appropriée l'enseignement qu'elle a vécu à travers les contraintes. Quand on cultive l'amour et qu'on passe d'un état d'indifférence, par exemple, indifférence du personnage social qui cherche son profit personnel, donc ses points de repère, c'est le profit, et son expérience intérieure, c'est l'indifférence. Quand ça s'ébranle et ça s'effondre, il peut y avoir un passage vraiment en creux dans un chemin de vie où le ressenti, c'est le ressenti d'une chute. Et comme il y avait un certain confort dans le fait de s'appuyer sur l'indifférence, on a l'impression de perdre quelque chose. Donc le processus, c'est un processus de perte. Je perds quelque chose sur quoi je m'appuyais pour me sentir en sécurité. Et l'indifférence donne une forme de sécurité, de confort relatif, parce qu'il n'y a pas de partage avec le ressenti des autres, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'empathie même. C'est quand même une sacrée traversée, un grand chantier. Et donc entre les deux, il peut y avoir une phase assez prolongée d'effondrement, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être actif ou que l'effondrement est visible par tous, mais on sait qu'on vit une traversée. Et l'accompagner, c'est avoir conscience qu'on est en train de passer, et que c'est salutaire, de l'indifférence à l'amour. Ce qui se passe après la phase de transition, c'est l'expérience de l'intégration de l'amour dans l'expérience de la relation, dans la vie du personnage social. Parce qu'on ne jette pas complètement le personnage social, on ne le met pas à la poubelle, même si je le considère comme un peu trop dominateur, donc il prend trop de place par rapport à l'âme. À un moment donné, le personnage social peut être irrigué par des valeurs profondes, des strates profondes de l'être, et donc ces valeurs, comme la valeur de l'amour, quand elle vient prendre la place de l'indifférence, ça crée une forme de chaos spirituel dans un premier temps, qu'on peut voir aussi collectivement, mais c'est moins distinct dans la collectivité. Individuellement, c'est beaucoup plus fort, ce sont des traversées très nettes. Et dans l'indifférence, il n'y a pas forcément le désir d'être indifférent. Il y a le réflexe d'avoir construit des protections pour ne pas souffrir. Donc c'est pas une vraie critique, c'est juste un constat. Et c'est parce que justement on n'est pas fermé à l'amour, puisqu'il y a une nostalgie de l'amour, on n'est pas fermé à l'amour, que cette indifférence va être ébranlée. Après ce qui a été ébranlé et qui s'est effondré éventuellement, on a la phase d'intégration sur une forme de plateau. Et cette forme de plateau où l'amour commence à s'intégrer, peut-être qu'il devra y avoir d'autres intégrations ensuite, mais ce plateau-là dont on parle, que je prends comme exemple, à un moment de notre existence, ça suffit pour croire qu'on est arrivé quelque part. Si on a appris, si on a compris qu'on vivait une phase de transition avant, il faut qu'on comprenne aussi que le plateau n'est qu'une étape aussi, qu'il va y avoir une autre phase de transition. C'est rarement nous qui provoquons la phase de transition. C'est rarement le personnage social qui dit « Tiens, je vais changer mes points de repère ». Il peut dire ça lui arrive de dire ce genre de choses. C'est toujours une émergence de l'âme ou une manifestation plus vaste encore de l'intelligence du vivant qui vient au moment opportun
bousculer ce qui doit l'être. Alors qu'en tant que personnage social, on a une vision plus limitée et plus étroite et on ne sait pas exactement à quel moment on peut vivre cette transformation. On entend souvent des personnes qui disent « j'ai le cœur un peu fermé ou complètement fermé et j'ai le désir depuis des années de voir mon cœur s'ouvrir ». Donc on sent que l'habitude d'une forme d'indifférence qui s'est construite pour se protéger de la souffrance, c'est quelque chose dont on voudrait se défaire, qu'on voudrait traverser. Et donc l'intention existe. C'est un peu comme une prière, l'intention. C'est quelque chose qu'on garde en soi, et après l'intelligence du vivant répond en son temps et à sa manière à cette intention-là. Au fond, l'âme se connaît comme vivant un processus essentiel qui est fait de phases de transition et de renaissance, et qui fait que ce qui va forcément émerger, c'est l'amour. On en a la nostalgie, donc forcément on en a l'intention. Mais le moment où la phase de transition, ou les phases de transition vont se manifester pour que les systèmes du profit qui créent l'indifférence soient ébranlés et que l'âme puisse émerger avec les grandes valeurs, les moments les plus propices pour ça, on ne les choisit pas consciemment. En 2020, on voit qu'il y a un moment propice pour l'intelligence de la vie pour venir ébranler les points de repère, les fondations, jusqu'aux fondations de notre civilisation. Avec un petit virus, avec l'histoire d'un petit virus, on est venu ébranler les points de repère, et ce ne sont pas les gouvernements, ce ne sont pas les individus, la population qui ont ébranlé les points de repère, c'est l'intelligence de la vie, et ce phénomène et cet événement est analysé, il est reçu, il est compris à travers nos points de repère anciens, matérialistes, profit, peur. Quand on regarde la question des mesures de protection d'une population par rapport à un virus, on voit que ce sont des mesures matérialistes qui font intervenir la question du profit et la question de la peur. Il y a des profits politiques, il y a des profits financiers, il y a la peur de la mort. On est dans une année où toute l'humanité est ébranlée dans ses points de repère. Et dans les points de repère, il y a aussi, par exemple, la maison, le lieu du refuge. Où est-ce qu'on trouve refuge quand on est uniquement dans la matière? C'est la maison dont je parlais tout à l'heure. Et c'est pas faux de prendre refuge dans la maison, mais il ne peut pas y avoir que cette maison de pierre, de matière, comme refuge. Et j'en parle parce qu'on est dans une période assez exceptionnelle au niveau des effondrements des maisons. Il y a des ouragans en Occident, il y a des typhons dans le Pacifique. Et puis les intempéries qui sont dues au changement climatique. Il y en a eu une très forte dans le sud-est de la France, où en particulier il y a justement l'image très forte d'une maison qui était construite normalement, qui était apparemment solide, où il y avait un couple de retraités qui vivaient depuis très longtemps dans cette maison, et on a montré comment les éléments, comment l'eau est arrivée sur cette maison, et par la force naturelle de l'eau, à un moment donné, la maison est partie avec le couple de personnes qui vivaient dedans, et tout le monde a été ébranlé profondément par cette image, parce que c'est l'image d'un point de repère, solide, d'une référence matérielle qui nous paraît être un refuge, qui n'en était plus un d'un seul coup. Que les forces naturelles peuvent détruire notre refuge de matière en quelques secondes. Les images des conséquences du changement climatique, ce sont des images qui viennent ébranler toute la matière du monde et toutes nos constructions en particulier. Et quelle est la question, quelle renaissance il peut y avoir pour quelqu'un qui a perdu sa maison? C'est une grosse perte. Si on n'élargit pas la perspective spirituelle, on n'est que dans la perte d'une maison et que dans le chagrin. Si j'ai conscience que je suis une âme incarnée qui va continuer à grandir, je ne suis pas que
un propriétaire de maison qui a perdu sa maison. Je ne dis pas que le passage de l'un à l'autre est facile, hein, mais celui qui s'assied sur les décombres de sa maison et qui trouve en lui, qui arrive à puiser en lui, en elle, une ressource au niveau de l'âme ou des strates profondes, cette personne-là peut sentir qu'elle commence à entrer sur un autre plateau de sa vie où il y a quelque chose de nouveau qui va émerger. Mais les phases de transition, elles sont très fortes dans la période qu'on vit. Elles sont parfois même jusqu'à spectaculaires, mais il manque pratiquement complètement, pratiquement tout le temps, cet accompagnement. Maintenant, quand les phases de transition sont extrêmement fortes, on peut aussi espérer une renaissance réelle. Parce que quand la phase de transition est vraiment spectaculaire ou forte, souvent on n'a pas le choix, même pas celui de résister. Quand on n'a pas le choix de résister, il y a une forme de présence au processus, il y a une forme d'innocence qui fait qu'on est obligé pratiquement de s'abandonner au processus, et à ce moment-là, on peut renaître presque comme un petit enfant. Ce qu'on attend, c'est de voir une renaissance collective, c'est-à-dire qu'on sorte de ce carcan du matérialisme absolu qui régit les sociétés. Quand on voit que dans le chaos actuel, alors que tout donne des indices qu'il faut s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi, à élargir vers une vision spirituelle, quand on voit que les gens défendent encore la laïcité, la limitation de l'immigration, des choses comme ça, on voit qu'il y a une incompréhension qui fait qu'on se demande jusqu'où l'intelligence de la vie va devoir mettre une pression pour qu'on lâche sur ces vieux points de repère. La meilleure façon de se préparer à une phase de transition, c'est d'abord de savoir qu'elles existent. Si on sait que la phase de transition existe, on sera moins surpris, parce que les choses se passent comme elles doivent se passer, on peut aussi le vivre par surprise, mais ce qui se passe le plus souvent, ce que je vois le plus souvent dans les dialogues que j'ai avec les personnes que je rencontre, c'est le fait que les personnes sont surprises et posent la question « qu'est-ce qui m'arrive ?» Et la réponse c'est une phase de transition. Bon, je n'utilise pas toujours ce terme, mais c'est ce que ça veut dire. Les effets de la phase de transition collective ou plus personnalisée, ces effets-là seront vécus en fonction de la conscience qu'on a d'être dans un processus intelligent, un processus qui va quelque part et qui est là pour nous enseigner. C'est vraiment la préparation fondamentale. C'est je sais, j'ai conscience que je suis pétri, que je suis préparé, que mon âme est préparée à quelque chose. Et souvent, quand on parle de naissance ou de renaissance, on voit le fait accompli. On voit pas le processus. Si dans la renaissance, on incluait la phase de transition, comme on pourrait dire que avant que l'enfant naisse, il faut qu'il y ait sa maturation dans le ventre de la mère, à ce moment-là, on pourrait dire la renaissance, ça englobe à la fois la phase de transition et la mise au monde. Mais généralement, justement, dans le développement personnel, on voit la renaissance comme le moment où ça y est, l'enfant est là, il est tout propre, on l'a lavé, il a pleuré, on s'occupe plus de ça, et on a cette image un petit peu idyllique du premier contact, qui est un beau moment, mais qui n'est pas tout le processus, le moment où l'enfant est posé sur le ventre ou le sein de sa mère. Et ça, c'est une phase de plateau pour l'enfant qui vient de naître aussi, parce que à ce moment-là, c'est quand même un petit peu plus tranquille que le passage qu'il a vécu 1 heure auparavant. Mais il va en vivre d'autres. Quand j'entends que la notion de naissance ou de renaissance, c'est aussi quelque chose qui mobilise, qui implique le féminin, je pense que ça, c'est un aspect intéressant du processus à amener. L'âme qui vient au monde, c'est l'âme qui s'incarne. Le moment de la première naissance, avant qu'il y ait des renaissances, le moment de la première naissance, pour que l'âme s'incarne, il y a eu un processus extraordinaire qui s'est produit avant, pendant 9 mois environ. Et ce processus-là, c'est la phase de transition. Et après, toutes les renaissances sont un petit peu sur ce modèle-là. C'est intéressant d'ailleurs de voir que pour l'enfant,
le fait d'être dans le ventre de sa mère, c'est une grande contrainte, une grande limitation. C'est un enfermement d'une certaine façon. Sauf que l'enfant, dans l'innocence dont je parlais tout à l'heure, parce que les structures du personnage social ne sont pas construites, l'enfant ne se pose pas la question de vivre autre chose, ou de son environnement, ou du fait qu'il pourrait se vivre comme enfermé. Donc il vit le processus, la première phase de transition, elle est vécue relativement tranquillement. Je ne parle pas du moment de la naissance lui-même, où là, il y a un premier pétrissage et on vit une traversée très particulière qui laisse des marques dans le chemin de vie. Quand je parle de la mutation humaine en cours, je parle du processus qui englobe la succession des renaissances, des naissances et des renaissances. La mutation, c'est toutes les naissances et renaissances de tous les êtres humains ensemble. Et chaque phase de transition et chaque plateau contribue à notre petit niveau, contribue à la croissance de l'ensemble, au fait qu'il y a une maturation, donc aussi une mutation dans la structure même de l'incarnation. C'est pour ça que je parle des circuits d'apprentissage. Dans la phase de transition, les circuits d'apprentissage, certains se défont et d'autres se refont. La mutation humaine en cours, c'est l'ensemble de tous les processus que l'on vit, de toutes les traversées, de toutes les phases de transition qui construisent tout ensemble un monde nouveau. Moi, je vois tous les signes d'une phase de transition, mais je ne vois pas les indices de la renaissance. Si je veux être très optimiste et positif, je vais dire que forcément, s'il y a une phase de transition, il va y avoir une renaissance. Mais les indices, j'espérais les voir cet été, à l'été 2020, après le premier bouleversement du confinement et du déconfinement. Donc tout ça, c'était tellement important sur toute la planète qu'on pensait qu'il y aurait quelque chose de neuf. Ça n'a pas eu lieu. Et ça n'a tellement pas eu lieu qu'on a même presque une impression de rechute avec le deuxième confinement, où il est presque vécu avec moins d'espoir et de magie, puisque beaucoup de gens dans le premier confinement s'étaient dit on va essayer de le vivre d'une façon différente, puisqu'il nous est imposé, et la nature semblait se reposer, les animaux étaient plus libres, il n'y avait pas d'avion dans le ciel. Donc on a vécu une petite trace d'indice d'un renouveau. C'est ce qui m'avait fait publier la vidéo sur la Renaissance en mars. C'était l'impression que quelque chose pouvait, si c'était bien accompagné, pouvait émerger. Là, je pense que comme ça arrive dans les phases de transition, des fois il y a des rechutes. Et donc la rechute fait partie de la phase de transition, mais c'est pas une élévation. On sent bien qu'on est en train de gratter encore à l'endroit où on n'avait pas assez gratté la première fois. Et là, ce que je vois, c'est que pour qu'il y ait une renaissance, il faudrait que, au contraire de ce qui est en train de se passer, il faudrait que l'humanité se réveille sur la nécessité, l'aspect indispensable de la conscience spirituelle de l'existence. Juste ça. C'est-à-dire, on n'a pas une conscience spirituelle de la vie, on n'a pas conscience d'un chemin de vie qui sera un chemin d'apprentissage avec donc une croissance, un enseignement. Et on le voit par exemple aux États-Unis, dans ce qui se passe au niveau politique, d'une phase de transition où on doit passer d'un président à un autre, on voit à quel point le chaos est peut-être pire encore que ce qui s'est jamais produit jusque-là. C'est-à-dire, ça ressemble à rien du tout, ça n'a pas de dignité, ça n'a pas de cohérence, il n'y a pas d'amour. Il y a juste un combat pour essayer de survivre en tant que personnage social avec des postes, des statuts, des positions. Et ça, c'est un aveuglement sur le sens de la vie. Et ça manque beaucoup parce qu'il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de difficultés dans l'humanité aujourd'hui, des épreuves psychiques, des chagrins, des anxiétés qui sont dues au fait qu'on est trop peu nombreux à avoir une vision spirituelle du chemin de vie et que tout le reste pèse énormément et plus que jamais parce que on nous contraint pas seulement au matérialisme habituel auquel on était habitué, on nous contraint à une vision unique avec un système de masques, de mode de comportement, de façon d'être en relation avec les autres, qui est un enfermement.
et qui est aussi une forme de dictature. Donc cette dictature de la peur et du matérialisme, c'est une rechute. Donc c'est difficile de voir des indices de la Renaissance, même si à l'intérieur de la rechute, à l'intérieur du chaos, on voit évidemment ce que le chaos est en train d'ébranler et ce qui pourrait naître après. On vivra les fruits de tous les bouleversements à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, il faut savoir accompagner la phase de transition et on va essayer de parler maintenant de comment on peut essayer de le faire sous forme d'exercice. On va parler maintenant de la façon d'accompagner les phases de transition. Comment est-ce qu'on accompagne une phase de transition individuellement quand elle se présente à soi? Comment est-ce qu'on fait pour vivre cette traversée, cette phase de transition de la façon la plus douce ou en tout cas la plus consciente possible? La première chose que je vois, c'est le principe de la phrase de rappel. La phrase de rappel, c'est le fait d'avoir tout prêt une mémoire verbale de ce qu'il faut faire quand on est dans un moment délicat. Utiliser la formulation de sa faille dans les moments de mal-être ou de malaise, c'est une phrase de rappel qu'on utilise pour créer une bascule à l'intérieur de soi et ouvrir en direction de la nature profonde. La phrase de rappel la plus simple à utiliser quand on aborde une phase de transition, c'est « Je suis dans un processus vivant ». Je suis dans un processus de l'intelligence de la vie. Je suis dans un processus vivant. Simplement parfois le fait de dire ça à l'intérieur, mentalement, pas forcément à haute voix, ça nous ramène dans cet axe-là. Une façon, c'est pas qu'est-ce que je fais pour aller mieux, c'est une acceptation du processus qui est en cours. Un petit peu comme quand quelqu'un vit un rhume, et qu'on lui dit ça va durer 7 jours, donc il dit bon ok j'en ai pour 7 jours et puis ça ira mieux après. On change de point de repère. On n'est pas seulement dans le point de repère du confort ou des habitudes du passé. Donc ça c'est une façon aussi d'inviter à regarder les choses différemment. Je suis dans un processus vivant. En général tu vas le dire au moment de l'inconfort. Cet inconfort est en train de me pétrir. C'est pour ça que j'utilise la notion de pétrissage. On accepte d'être pétri. Et il y a un processus qui fait qu'on passe d'une matière brute, ce qu'on est un petit peu quand on arrive dans cette incarnation, à quelque chose de complètement différent, de plus raffiné, une élaboration de l'intelligence de la vie. Le moment où tu reconnais que tu es dans un processus vivant, c'est un moment où effectivement on continue à se sentir un petit peu démuni. Donc l'aiguillage, c'est soit j'essaye de retrouver le confort que j'avais avant, les habitudes d'avant, soit je fais cette expérience de l'abandon, comme on en parle actuellement, l'abandon avec un grand A, c'est-à-dire le fait de s'abandonner à l'intelligence de la vie. C'est donc une invitation à s'abandonner à un processus que l'on ne contrôle pas et qu'on ne maîtrise pas. Mais il n'est pas menaçant parce que c'est un processus intelligent qui va quelque part et qui veut faire quelque chose de nous, de positif. C'est aussi pour ça que j'utilise parfois l'expression, je dis, ce n'est pas qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, mais parfois, qu'est-ce que la vie veut faire de nous. Voir l'amour dans les processus de bouleversement, c'est parfois difficile. Et c'est peut-être même ce qui fait douter le plus souvent, ou ce qui fait dire à certaines personnes qu'elles perdent la foi, c'est que dans certains processus, ils peuvent être tellement intenses, presque violents parfois, que l'impression c'est qu'il n'y a pas d'amour, donc on perd le fil. Dans la phrase de rappel, il doit y avoir aussi cette conscience, la vie ne me veut pas de mal. Notre prison est intérieure, et c'est celle-là qui est mise en pleine lumière tout à coup. La première peur est celle de la mort, puis celle de perdre toutes ses habitudes et ses fuites. La suivante est de ne plus retrouver ce que l'on connaissait et de faire face à l'inconnu. Mais la plus initiatique de toutes est celle de la confrontation à ces démons. Tous nos systèmes de défense disent non, et nos paroles blessantes finissent par nous trahir, car elles ne parlent plus que de ça. Moi, ma survie, mon besoin de fuir ce que je suis, et de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et là, face à tout ça, on s'en moque bien de l'économie, des partis politiques, de sa profession à laquelle on s'était identifié au point de n'être plus rien d'autre, sans parler des likes
sur les réseaux sociaux et autres artifices contemporains pour survivre dans les apparences. On redevient un humain brut et tellement plus touchant. On n'ose pas le dire, mais tout est là, j'ai peur. J'ai peur, mais je commence à découvrir quelque chose à mon sujet, à notre sujet. Je vais mettre un peu de temps à le reconnaître, mais je suis en train d'apprendre qu'être vivant, ce n'était pas ce que je faisais de ma vie. Je sais que je ne serai sauvé que par l'amour. Je le sens. Non seulement ça crie « j'ai peur », mais ça dit aussi « aimez-moi et ne m'abandonnez pas ». Il ne s'est jamais rien passé d'autre au fond. Toutes mes croyances, mes alibis, mes convictions politiques, mes règles et mes masques professionnels, tout cela n'était qu'une demande d'amour énorme et travestie. Nous sommes des demandes d'amour ambulantes et il fallait nous arrêter pour le réaliser. Nous sommes portés par la nostalgie de l'amour et nous ne vivons que pour ça. Puissions-nous ne pas l'oublier cette fois, car l'avenir de notre espèce en dépend entièrement.